C'est l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, dans Craquer l'époque, nous allons aborder une question qui traverse de nombreuses inquiétudes contemporaines, celle des dynamiques internes du capitalisme et de leurs contradictions. C'est d'ailleurs la première fois dans l'émission que nous consacrons un épisode explicitement à cette question. Ce qui est assez étonnant quand on y pense. En plus de 110 émissions, nous avons abordé une multitude de sujets, mais jamais encore les dynamiques internes du capitalisme. Alors que le monde poursuit sa vaste course folle, que les guerres éclatent un peu partout, que devient le capitalisme lui-même? Qu'en est-il de la dynamique du capital, de ses transformations et de son avenir? Nous recevons aujourd'hui le journaliste et économiste Romaric Gaudin. Journaliste depuis plus de 20 ans, passé par La Tribune puis aujourd'hui à Mediapart, où il suit notamment les questions de macroéconomie. Il publie un livre que, je dois le dire, d'emblée, j'ai personnellement beaucoup aimé, Le problème à trois corps du capitalisme, aux éditions de La Découverte. C'est un ouvrage ambitieux, très clair, qui propose une lecture globale des désordres contemporains. Romaric Gaudin, bonjour. Bonjour. Alors, je l'ai dit au début de l'émission, j'ai beaucoup aimé votre livre, et quand je lis un livre que j'aime, je ne peux pas m'empêcher de tester les analyses qu'il propose dans ma vie quotidienne. Vous comprendrez là pourquoi je n'ai plus vraiment d'amis, et bien sûr auprès de mes étudiants. Mais plus sérieusement, ça fonctionne assez bien. Il y a dans votre livre un diagnostic vraiment puissant. Et d'ailleurs, depuis plusieurs années, on parle de polycrise, crise écologique, tensions géopolitiques, instabilité économique, montée des régimes autoritaires, etc. Et souvent, ces crises sont analysées séparément. Or, dans votre livre, vous proposez au contraire de les penser ensemble. Vous défendez en gros l'idée que ces désordres ne sont pas seulement des accidents du système, mais qu'ils renvoient à une contradiction plus profonde, celle d'un système qui est fondé sur l'accumulation du capital, alors même que les conditions économiques, sociales et écologiques de cette accumulation deviennent de plus en plus fragilisées. Alors, une première question pour désamorcer immédiatement une critique facile qui viendrait, n'est-ce pas un peu hasardeux de vouloir apporter une réponse un peu unique à la grande variété des crises que nous traversons? Est-ce qu'on ne pourrait pas vous reprocher d'un réductionnisme économique? Oui, on pourrait, et on manquera certainement pas de le faire. Néanmoins, il y a deux réponses à ça. La première, c'est que c'est pas réellement un réductionnisme économique, parce que le capitalisme est un système qui fonctionne avec en son centre l'économie. C'est ce que Jérôme Bachet appelle le monde de l'économie avec un grand E, c'est-à-dire le monde qui est fondé sur la centralité de l'accumulation du capital, la centralité de la recherche du profit. Mais ça n'est pas que de l'économie, c'est aussi du social, évidemment c'est un rapport social, on le sait, mais c'est plus que ça, c'est aussi un mode une relation particulière à la nature, c'est une relation particulière des hommes entre eux, qui est médiatisée par cette recherche du profit, qui est médiatisée par l'accumulation du capital, et donc en fait, c'est une façon d'aborder une société dont on cherche en quelque sorte le mode de fonctionnement, le centre. À l'inverse de l'accusation de réductionnisme économique, on pourrait répondre par une forme de naïveté, c'est-à-dire qu'on est dans une société aujourd'hui, dans un monde où le capitalisme a gagné, où le capitalisme est présent partout, sur quasiment toute la surface de la planète, à quelques micro-exceptions près, et bizarrement, eh bien, ce système économique n'aurait aucune influence, ou presque, sauf des cas très isolés et très ponctuels dans le temps, la crise de 2008 qui est réglée en 2009, voilà par exemple la crise des années 70 qui appartiendrait au passé. Et donc l'économie serait mondialisée, généralisée, elle serait présente partout, mais elle n'aurait aucune fonction sociale, elle n'aurait aucun impact sur ce qui se passe dans ce monde. Elle serait simplement de temps en temps la victime de ce qui se passe dans le monde, comme on peut le voir par exemple en ce moment avec la guerre en Iran. Mais quelles conséquences pour l'économie? Comment l'économie va réagir? En fait, la réponse à l'accusation de réductionnisme, c'est une réponse à la fois d'accusation, je dirais, de contre-accusation de naïveté, mais aussi un peu de sanctification de l'économie. L'économie, elle serait un peu en dehors du monde, elle serait là, quelque part, et elle ne serait que la victime de la folie des hommes. Mais l'économie, c'est la folie des hommes. Et donc, c'est aussi ça qui est pour moi central, c'est justement de sortir de ce chaos dans lequel on est plongé, pour essayer de comprendre comment fonctionnent nos sociétés, et pourquoi elles ont donné lieu à ce chaos.
Alors justement, vous utilisez le mot de chaos, c'est un peu comme ça que vous qualifiez l'époque dans votre livre. Et alors, face au chaos, la réponse politique est un peu toujours la même, c'est convoquer le fameux mot de résilience. Partout, en fait, il nous est demandé d'être résilient. Alors, je crois qu'il y a quelques années, les politiques néolibérales nous appelaient toujours à être flexibles, à être toujours adaptables, dorénavant résilients. Qu'est-ce que ça traduit finalement, cet appel permanent à la résilience ? En fait, moi, j'avoue que ça me réjouit plutôt, ce glissement que vous avez souligné. On devait s'adapter avant, voilà, il fallait être moderne, s'adapter, voilà, accepter les politiques néolibérales, etc. C'était l'avenir. Aujourd'hui, c'est plus trop ça, c'est effectivement, il faut être résilient. Et le terme de résilient, il est ultra abondant, c'est-à-dire qu'il est présent dans tout le plan de relance européen après le Covid, c'était le plan de relance et de résilience. Dans toutes les politiques publiques aujourd'hui, vous avez quelque chose avec le mot résilience. Donc c'est extrêmement présent. Et c'est pour moi un signe qui valide un peu ce que je dis. C'est-à-dire, la résilience, c'est la version politique publique, on va dire, de la polycrise. C'est-à-dire, en fait, on est face à des crises qu'on maîtrise pas. On a même le sentiment, en fait, que quand on essaye de régler une crise, on donne naissance à d'autres crises. Et donc, la seule solution, c'est de baisser la tête et de se protéger dans son coin. Donc, on va essayer de mieux supporter les crises, de les traverser au mieux, mais évidemment jamais de les régler. Et donc, c'est à la fois une position qui est une position extrêmement conservatrice, parce qu'elle conserve le désordre du monde, on pourrait dire, qui est l'ordre pour certains, mais qui est en fait le désordre. C'est aussi une position qui est atomisante pour la société, parce qu'il faut évidemment, la résilience, elle est jamais pour tout le monde, puisque en fait, il y a des crises. Il faut être ceux qui s'en sortent le mieux. Donc, d'une certaine façon, c'est la concurrence. La résilience, c'est un autre mot pour dire la concurrence. Et c'est pour ça que c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire c'est le mot que l'on utilise pour une politique de concurrence et de compétition généralisée entre les individus et les pays, mais dans un contexte où on n'est plus dans un contexte de croissance, où on n'est plus dans un contexte où effectivement le néolibéralisme pouvait prétendre représenter l'avenir et le bien-être, mais on est dans un contexte effectivement de chaos. Alors vous avez commencé déjà à introduire cette idée, et je crois qu'on a besoin d'être un peu clair par rapport à ça pour être sûr que l'on parle à peu près des mêmes choses. Donc l'idée centrale de votre livre, c'est de dire aussi que les sociétés ne sont pas organisées évidemment de manière neutre, elles reposent sur un principe directeur, et dans le cas du capitalisme, vous expliquez que l'organisation sociale est largement structurée par cette exigence primaire qui est de permettre l'accumulation du capital et d'en faciliter la reproduction. Autrement dit, nos institutions, nos modes de vie, l'organisation du travail ou même l'aménagement des territoires tendent à s'ordonner autour de cette... Alors, pour que les auditeurs saisissent bien cette idée, qu'on retrouve d'ailleurs chez Marx et dans beaucoup de traductions critiques, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret dans le capitalisme contemporain d'une situation où l'on voit clairement que l'organisation sociale est pensée avant tout pour permettre l'accumulation du capital? En fait, vous pouvez le voir de façon assez claire, par exemple dans le domaine de la santé. Vous voyez bien que les entreprises pharmaceutiques, elles dirigent leurs recherches en fonction des médicaments les plus rentables. C'est pas en fait en fonction des médicaments, des maladies qui sont ou les plus répandues ou où les besoins sont les plus fortes. D'ailleurs, on a beaucoup de maladies orphelines. Quand on dit maladies orphelines, ce sont des maladies qui sont considérées comme moins répandues, mais en fait, elles sont très répandues parce qu'il y en a beaucoup, mais surtout parce que en fait, trouver un médicament pour ces maladies, c'est moins rentable. Donc en fait, on organise en quelque sorte la politique de santé autour de la rentabilité. Donc ça peut être ce genre de choses, mais vous parliez de l'organisation du territoire, en fait, l'organisation du territoire, les réseaux de transport, elles sont déterminées par les trajets entre les zones d'habitation qui sont construites en fonction précisément de la capacité des gens à payer des loyers ou à acheter des maisons, et les lieux de travail qui correspondent en fait à des besoins précis des entreprises. Et ça, évidemment, ça organise toute la vie quotidienne des gens. Alors justement, ce matin, je demandais à mes étudiants qui souhaitent une voiture. Et là, j'ai eu pas mal de mains qui se sont levées. Et justement, je voudrais comprendre cet exemple, parce que l'exemple de la voiture est génial, parce que ça nous montre comment le capitalisme fabrique des besoins qui finissent par nous apparaître comme naturels. Après tout, avoir une voiture, c'est normal.
Ouais, c'est quand même assez. Il y a en fait dans cette idée de l'automobile quelque chose qui est véritablement quasiment caricatural de ce que j'essaye de raconter sur la façon dont le capital et donc la force qui dirige le capital, hein, c'est-à-dire celle de l'accumulation, en fait médiatise les relations entre les hommes. En fait, la voiture, c'est le produit précisément de ce que je viens de dire, c'est-à-dire comme vous avez une pression sur les salaires qui est de plus en plus forte, les gens ils vont aller là où ils peuvent se loger le moins cher possible. Ou au contraire, pour les gens qui sont plutôt aisés, en fait, on va leur dire il faut, parce que en fait le système financier en a besoin, il faut acheter des maisons. Et évidemment, on va leur présenter les maisons qu'il faut acheter dans des endroits bien précis. Et donc évidemment, ça correspond à des besoins du capital. C'est-à-dire que les gens ne choisissent pas, en fait, d'habiter quelque part, indépendamment de cette exigence-là. Et puis ensuite, comme j'ai dit, les lieux où sont concentrés les emplois, elles sont là où le capital a besoin que ces lieux soient, c'est-à-dire sur des zones soit des zones urbaines centrales, soit des zones de transit. Et puis pour aller de l'un à l'autre, en fait, il vous faut la plupart du temps, en tout cas quand vous êtes pas dans des très grandes métropoles, il vous faut une voiture. Et puis en plus, on va vous dire, la voiture, en fait, le problème, c'est que, la voiture, elle a été, si on regarde l'histoire du capitalisme, elle a été un moteur formidable, en fait, du deuxième capitalisme, celui qui a succédé au capitalisme manchestérien de la vapeur et de l'acier. C'est par la voiture, en fait, qu'a pu se développer les 30 glorieuses, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire toute cette accumulation qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que la voiture, c'était un bien individuel qui vous permettait aussi de vous définir comme un consommateur, et c'était un bien dans lequel se concentrait tout un tas de productions qui étaient nécessaires à l'accumulation. Et puis c'est un bien qui vous permettait d'aller chercher d'autres biens. On connaît le développement d'IKEA, par exemple. En fait, le développement d'IKEA, il est né parce que les gens avaient des voitures. Si vous aviez pas de voiture, moi là, j'ai pas de voiture et longtemps j'ai pas eu accès à Ikea parce que en fait c'était pas possible quoi. Il fallait y aller, louer un truc, mais bref. Donc en fait la voiture devient quelque chose d'indispensable. Et donc ça devient indispensable. Tout ça est entretenu évidemment par la publicité, le marketing qui vous rend la chose encore plus désirable. Et à la fin vous avez l'impression effectivement que c'est un objet qui est absolument indispensable, que c'est un objet qui vous rend libre, alors qu'il n'y a pas un objet au monde qui vous rend moins libre que l'automobile. Vous êtes coincé dans les bouchons, vous êtes dépendant du prix du pétrole, on le voit, ça coûte cher, ça pollue, enfin ça atomise la société, vraiment, il y a rien de pire. Mais en fait, le capital arrive à faire de ça un objet absolument désirable. Alors, si vous êtes dans votre voiture, on va faire une petite pause musicale. Romain Godin, vous avez choisi une musique qui tranche un peu avec la noirceur du diagnostic qu'on a commencé à dresser, que l'on va poursuivre. Nous allons écouter Michel Corrette, Les délices de la solitude. Une musique du XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas, qui nous rappelle qu'il existait peut-être déjà à l'époque quelques manières un peu élégantes de se retirer du tumulte.
Marigot, dans ce choix de musique qui nous a un peu étonnés. En fait, j'ai deux bonnes raisons d'avoir choisi cette musique. D'abord parce que, enfin, j'ai trois bonnes raisons. La première, c'est que je l'aime bien, donc on m'a demandé de choisir une musique que j'aime bien, donc voilà. La deuxième, c'est que ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est une musique d'un révolutionnaire, parce que Michel Corrette, qui a longtemps été lié qui a fait de la musique religieuse, etc., en fait, est mort en 1795, à un âge fort avancé, mais il a beaucoup été actif dans la première période de la Révolution française. Et donc, c'est aussi un peu un clin d'œil aux propos que j'ai portés dans ce livre. Et puis la troisième raison, c'est que c'est le morceau qui ouvre le film La Société du spectacle de Guy Debord en 72, je crois, ou 73. Et voilà, et comme c'est une des références que je mobilise dans ce livre, j'ai trouvé que tout ça faisait plutôt sens. En fin d'émission, on va écouter d'ailleurs un extrait du film sur la Société du spectacle de Guy Debord. Alors si on vous suit, le capitalisme n'est pas une réalité naturelle, une organisation qui est sociale et historique. En d'autres termes, ça n'a pas toujours existé, et en théorie, le capitalisme pourrait disparaître, c'est-à-dire encore être renversé. Pendant d'ailleurs longtemps, ça a été un peu l'horizon politique, celle du renversement du capitalisme. Il faut bien reconnaître que ça n'a pas tellement fonctionné jusqu'alors. Alors certains auteurs, comme je pense notamment à David Harvey, proposent une approche peut-être un peu plus pragmatique, c'est-à-dire plutôt que d'attendre un grand renversement, ils suggèrent de cesser de fabriquer le capitalisme, c'est-à-dire d'inventer des pratiques sociales, économiques ou politiques qui échapperaient progressivement à sa logique. Est-ce que cette perspective, comment vous la percevez? Est-ce qu'elle paraît plus réaliste aujourd'hui que l'idée d'un renversement du capitalisme? En fait, ça me semble intéressant d'essayer de définir des pratiques qui échappent à cette centralité de la force du capital. Ça me paraît important parce que c'est ce qui définit, c'est ce qui d'abord montre concrètement l'aspect non naturel du capitalisme. Donc moi je trouve que ce sont des pratiques qui sont importantes, de pouvoir montrer en fait que l'on peut vivre, que l'on peut s'organiser autrement qu'avec cette centralité du capital dans la société. Après, il y a une autre phase qui est celle effectivement de changer la société, c'est-à-dire de modifier la base sur laquelle cette société est construite. Et ça, c'est assez difficile en fait de le faire par petites touches. Il y a toujours un moment qui est forcément un moment d'accélération où, pour reprendre une chanson qu'on connaît bien, le monde change de base en quelque sorte. Mais c'est pas simplement quelque chose de poétique. Là aussi, Jérôme Bachet, dans un petit livre qui est sorti à Crise et Critique il y a quelques mois, je crois l'année dernière, où il s'interrogeait sur la naissance du capitalisme, montrait très bien ça. C'est-à-dire qu'en fait, le capitalisme remplace le féodalisme parce qu'il y a un moment qui est un moment de rupture anthropologique. C'est-à-dire que après cette rupture, en fait, on ne comprend plus la logique du monde d'avant. Et si on y pense, on pense à la centralité qu'a pouvait avoir la religion, par exemple, dans le monde féodal, y compris pour des penseurs importants, pour Descartes, pour des gens comme ça, qui sont pas des imbéciles, qui sont pas les derniers, mais pour qui il était impossible, en fait, d'envisager un monde où il n'y ait pas cette centralité du religieux. Et d'une certaine façon, c'est ça qui montre qu'on a changé d'époque. C'est quand on se retourne et qu'on ne comprend plus comment les gens ont agi précédemment. Et ça fait parce qu'à un moment, il y a des forces qui sont mobilisées pour faire ce grand saut, en fait, pour faire ce passage qui fait que toutes les expériences qu'on a fait, parce que par exemple dans le monde féodal, il y avait ça, il y avait des expériences marchandes, il y avait des choses ou des expériences industrielles, mais qui en fait dans le cadre anthropologique du monde féodal ne pouvaient pas aller plus loin. Et donc il a fallu à un moment changer de base, modifier le centre de la société pour pouvoir passer à quelque chose d'autre et que ces forces-là puissent se développer. En fait, c'est un peu ça qu'il faut faire aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut réfléchir pour réfléchir à l'après-capitalisme. Et ça suppose à un moment quelque chose qui est, pour parler un peu comme un économiste, qui est macro, quoi, au niveau général et pas seulement en fait à des niveaux locaux, etc. Mais ça n'empêche pas que ces expériences locales, que ces pas de côté, ils sont importants dans la préparation de ce qui peut à un moment faire cette grande accélération. Alors peut-être que justement les crises dans lesquelles nous sommes précipités vont possiblement accélérer cette phase de transition, cette phase de transformation. En tout cas, le titre de votre livre renvoie à ce que vous appelez un problème à trois corps. Donc c'est l'enchevêtrement de trois crises qui se renforcent mutuellement: la crise économique du capitalisme, la crise écologique et la crise anthropologique qui, cette fois-ci, touche nos modes de vie et nos désirs. Mais derrière ces trois dimensions, donc, il y a une logique qui est commune, une dynamique qui est commune, c'est la dynamique propre du capitalisme lui-même.
En gros, ça repose sur une idée assez simple. Le capital doit s'accumuler sans cesse. C'est-à-dire qu'il doit toujours produire plus de valeur, plus de croissance, toujours plus de profit. Alors, pour bien comprendre la suite de votre raisonnement, il faut éclairer peut-être ce point central. Pourquoi le capitalisme est toujours condamné à accumuler toujours plus ? En fait, c'est ce qui distingue le capitalisme des autres modes de production. Dans le capitalisme, le capital est mobilisé pour créer toujours plus de capital. C'est-à-dire, c'est la fameuse équation de Marx, argent, marchandise. Donc, on a de l'argent. Avec l'argent, on produit de la marchandise. Et avec cette marchandise, on a le même argent plus un peu plus. C'est le fameux A', AM, A'. Mais en fait, ça continue. C'est-à-dire que le A', il sert à faire du M' et du A seconde, et ainsi de suite. Et c'est sa force. C'est-à-dire que c'est, en fait, ce désir de toujours augmenter le profit, qui est précisément le moteur qui fait que le capital fonctionne. C'est-à-dire qu'il continue à exploiter le travail pour produire de la valeur, produire des marchandises, toujours plus de marchandises, pour pouvoir accumuler toujours plus. Donc il y a une sorte de moteur interne au capitalisme qui fait que si, on pourrait dire, on a à peu près besoin de tout, on a à peu près tout ce dont on a besoin, on s'arrête, on produit juste ce dont on a besoin, et puis c'est fini. Merci pour le capitalisme, il a rendu certains services, c'est parfait, mais là on va s'arrêter là. Quand je vous dis ça, vous comprenez immédiatement que ça marche pas. Vous comprenez immédiatement que ça marche pas parce que ça veut dire qu'il y a plus de croissance. Donc ça veut dire que, en fait, les entrepreneurs, ceux qui manient le capital, les capitalistes, ceux qui ont du capital, ils n'ont plus aucun intérêt à avoir du capital. Puisque, en fait, ce capital, il ne va plus pouvoir être valorisé, c'est-à-dire augmenter, reproduire en s'augmentant. Et donc, à partir de ce moment-là, le cœur de la société capitaliste, il est atteint, il est détruit, et on ne peut plus fonctionner sur un mode capitaliste. Alors vous dites justement que la dynamique du capitalisme rencontre une difficulté majeure aujourd'hui, c'est que le rythme de l'accumulation, il ralentit durablement. Parce qu'en gros, il y a deux phénomènes qui se combinent. D'une part, on a une croissance économique mondiale qui ralentit, et puis d'autre part, l'expansion géographique du capitalisme semble avoir atteint sa limite, au sens où il n'y a pas vraiment de nouvelles sociétés à intégrer au marché mondial. Et alors, dans ces conditions, vous faites une remarque qui est assez intéressante, c'est que la question n'est pas tellement de savoir si 3% de croissance mondiale, par exemple, suffirait au bien-être des populations. Vous écrivez que, pour le capital, ce genre de considérations, ces considérations sont en réalité nulles et non avenues. Pourquoi ? En fait, le capital n'agit pas en fonction du bien-être des sociétés. On a cette vision que le capitalisme a sorti les sociétés d'une misère noire et a, en quelque sorte, répandu le bonheur sur la Terre. Dans certains cas, il faut reconnaître que le capitalisme, pour se développer, a répondu aux besoins les plus immédiats qui étaient non satisfaits par les modes de production précédents. Et donc, effectivement, il a rempli un certain nombre de fonctions qui étaient nécessaires et que, par exemple, en Occident, le monde féodal n'était pas plus capable ou pas capable de remplir. Un exemple très concret, c'est celui de l'alimentation. On a des famines régulières, un peu moins à la fin de la période féodale, mais enfin, on a quand même des famines régulières. La dernière famine en Occident, c'est celle de l'Irlande en 1846, et après, on n'a plus de famine. Parce que, effectivement, par le moteur de l'accumulation, il y a eu des investissements qui ont été faits dans la recherche des engrais, dans l'amélioration de la production agricole, amélioration de la production et de la productivité agricole qui permettait par ailleurs de libérer de la main-d'œuvre pour aller dans les usines qui se développaient à la même époque. Donc, tout ça est évidemment à saluer, mais il faut bien comprendre que ça n'a pas été fait uniquement par humanisme. Ça n'a pas été fait parce qu'il fallait régler le problème de la faim dans ces pays-là. Ça a été réglé parce qu'il y avait un marché à remplir et que ce marché, il a été satisfait et que par ailleurs, en satisfaisant ce marché, on libérait de la main-d'œuvre pour aller produire d'autres biens. Et j'en veux pour preuve qu'une fois qu'on a à peu près nourri tout le monde en Occident, on ne s'est pas arrêté. En fait, on a continué à essayer de nourrir les gens avec ce qu'on appelle, ça peut paraître quand même, quand on regarde avec un peu de recul, étonnant, de l'innovation dans le marché de l'agroalimentaire. Donc on a inventé des nouveaux produits, souvent très sucrés, pour que les gens consomment toujours plus. Et vous voyez, c'est ça ce
moteur de l'accumulation. Donc, en fait, la question, c'est pas de savoir si les besoins des gens sont satisfaits, parce que le capitalisme, puisqu'il doit s'accumuler en permanence, il doit en permanence créer de nouveaux besoins. Donc, les besoins sont toujours insatisfaits, en réalité, du point de vue du capital. Et donc, le capitalisme, c'est, et là, je rejoins un peu ce que raconte Debord dans La Société du spectacle, il dit, en fait, lorsque la plupart des besoins primaires ont été satisfaits, on a quitté le domaine de la survie et on est rentré dans le domaine de la survie augmentée. C'est-à-dire que on crée de nouveaux manques en permanence pour pouvoir en fait les remplir. Et donc, évidemment, ça empêche les populations de se poser cette question toute simple de savoir ce dont ils ont réellement besoin pour pouvoir avoir une vie saine, bonne, équilibrée, satisfaisante pour eux en tant qu'individus. Parce qu'en réalité, le capital nous dit notre vie est toujours insatisfaisante, par nature. Alors, on pourrait se dire aussi que le capitalisme est confronté aujourd'hui à ses propres contradictions, puisque, en gros, les régimes d'accumulation deviennent limités, sont nécessairement limités. Et donc, le ralentissement durable de la croissance qui fragilise cette dynamique d'accumulation, on pourrait tenter d'une conclusion un peu simple. Bon, finalement, le capitalisme va finir par s'effondrer par lui-même, disparaître par lui-même, sous le poids de ses propres contradictions. Vous n'êtes pas trop de cet avis? Surtout pas. Alors évidemment, ça c'est une critique qui a été faite, notamment contre, y compris au sein du marxisme, contre la fameuse loi tendancielle, baisse tendancielle du taux de profit. Mais c'est une critique qui, moi, me semble injuste, parce que précisément, ce que Marx décrit dans la baisse tendancielle du taux de profit, c'est une baisse tendancielle. C'est-à-dire que si on ne fait rien, le capitalisme a tendance à voir son taux de profit baisser. Et d'ailleurs, les faits actuels tendent plutôt à prouver cette chose-là. Mais évidemment, et Marx le dit aussi, il y a des contre-tendances qui sont mobilisées par le capitalisme pour freiner cette baisse tendancielle, voire la dépasser, et à ce moment-là, organiser une augmentation du taux de profit. Mais évidemment, ce que l'on peut voir au fil du temps, c'est que les contre-tendances qui sont mobilisées, traditionnellement, c'est ce qu'on appelle la destruction créatrice, pour reprendre le terme de Schumpeter, c'est-à-dire c'est le progrès technique. Le progrès technique augmente la productivité, donc l'accumulation permet de développer les investissements et puis relance évidemment la croissance et l'emploi, et donc apporte une contre-tendance très forte. Ce qu'on voit en fait dans la modernité, c'est que au bout d'un moment, ces contre-tendances sont de plus en plus difficiles à mobiliser et elles sont de moins en moins efficaces. Très concrètement, ce qu'on voit, c'est dans les années 80-90, on nous disait avec les ordinateurs, puis après avec Internet, on va avoir une grande période de croissance économique parce que voilà, c'est la 3e révolution industrielle, donc ça va tout changer et donc il va falloir tout renouveler et donc voilà, c'est la contre-tendance par excellence. Et puis en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu une toute petite augmentation de la productivité à la fin des années 90 et de la croissance. Et puis, au début des années 2000, ça a commencé à ralentir. Et puis, il y a eu la crise de 2008 et puis le Covid. Et puis voilà. Donc, c'est ça qui est un peu en jeu. C'est que, en fait, les contre-tendances sont moins efficaces, mais elles sont toujours là. Et moins elles sont efficaces, plus, en fait, le capitalisme est obligé d'aller, en quelque sorte, faire pour une expression un peu, mais faire les fonds de tiroir, en quelque sorte, pour continuer à maintenir la croissance du taux de profit. Et ça, en fait, si on le laisse faire, il a toutes les capacités à le faire. Il a toutes les capacités à accroître l'extraction, l'exploitation de la nature. Il a toute capacité à accroître l'exploitation des hommes et des travailleurs. Il a toute capacité à créer à l'infini des besoins de plus en plus absurdes vis-à-vis des gens. Et donc, il a en permanence cette capacité à survivre. Alors, il va survivre dans un régime affaibli, mais lui, si on le laisse faire, il va être capable en fait de toujours survivre. Et il y a cette phrase qui est en fait originellement une phrase de Lénine, mais qui est citée par Henrik Grossman, qui est un des grands penseurs justement de cette question de l'effondrement du capitalisme, et qui dit en fait il n'y a pas de situation désespérée pour le capitalisme. Et donc la seule façon à un moment de mettre fin à cette agonie sans fin, en quelque sorte, et cette agonie qui est aussi celle du monde, parce que évidemment le capitalisme, lui, il ne regarde que l'accumulation, mais cette accumulation, elle se fait dans un cadre qui est celui de la planète et de l'humanité. Et c'est ça qu'il est en train de détruire. Un des propos de mon livre, c'est d'expliquer que, en fait, dans ce cadre du capitalisme de bas régime, le capitalisme devient de plus en plus destructeur.
il devient de plus en plus destructeur pour pouvoir justement maintenir cette petite croissance qui reste. Et ça, effectivement, si on le laisse faire, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc la seule façon d'arrêter ce désastre, c'est évidemment de débrancher le capitalisme et effectivement de faire ce fameux pas de côté qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, on va explorer cette question pour débrancher le capitalisme la semaine prochaine. Mais alors, avant de se quitter, on va se quitter sur un extrait du film de Guy Debord, La Société du spectacle. Je rappelle que c'est un texte qui, à la base, a été publié en 1967, à une époque où les centres commerciaux étaient encore pleins et où les écrans étaient quand même plutôt rares, malgré tout, où l'on croyait en tout cas, peut-être encore, que le spectacle avait des limites. Alors, juste quelques mots en 2 secondes pour introduire cet épisode qui est très très dense. Je pense qu'on va l'écouter de très nombreuses fois pour rentrer dans la compréhension de cet épisode. Guy Debord a une place très importante dans votre livre. En fait, d'abord, il y a cette chose qui, peut-être si on écoute avec beaucoup d'attention le texte qui va être diffusé, c'est assez frappant de penser qu'il a été écrit en 1967, comme vous le dites, en fait, dans une société où ce qu'il dit est presque qu'une hypothèse, d'une certaine façon. Et où, en fait, là, ce qu'il décrit, c'est notre vie, c'est notre monde. Et moi, ça m'a beaucoup frappé. J'ai beaucoup lu La Société du spectacle, mais je l'ai relu, évidemment, pour écrire ce livre. Et vraiment, j'ai été frappé par ça. C'est-à-dire, le monde qui est décrit par le texte de 1967 est précisément le nôtre. Et d'une façon extrêmement précise dans le rapport à la technologie, par exemple, dans le rapport à l'attention, dans le rapport à tout ça. Alors, Debord, c'est pas un penseur de la crise. Et moi, ça m'a intéressé justement de le mettre dans un contexte de crise. C'est pas un penseur de la crise. Lui, sa question, et en 1967, c'est la question, c'est comment le capitalisme, qui effectivement a rempli tous les besoins essentiels, peut continuer à dominer l'esprit des gens. Mais moi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ce que raconte Debord à ce moment-là, c'est aussi une tension interne à l'individu qui se met en place. En fait, le spectacle, c'est la logique de l'aliénation. Debord reprend en grande partie la pensée et du Marx de 1844 des manuscrits et de Lukács d'Histoire et conscience de classe. Et donc, il développe ce concept de spectacle comme la forme du capitalisme reposant de plus en plus sur l'aliénation. Mais évidemment, cette aliénation, elle crée une tension, et dans le petit extrait, on va l'entendre, une tension entre le vivant, ce que l'on vit, nous, au quotidien, mais aussi le vivant qui est celui de la nature, et le non-vivant. Et le non-vivant, c'est la marchandise, et c'est la logique du capital. Et dans une société qui place le non-vivant au centre, il y a toujours un moment où il y a une tension, évidemment, entre ce non-vivant qui domine, qui projette son propre monde comme étant celui du vivant, et le vivant qui essaye, en fait, simplement de vivre. Et c'est cette tension-là que moi, j'ai essayé de mettre en avant comme étant une crise anthropologique dont on voit les effets, en fait, à plusieurs niveaux. Au niveau de la santé publique, au niveau des crises sociales, au niveau de cette espèce de crise existentielle qu'il y a chez les consommateurs et même chez les spectateurs, en quelque sorte. Donc c'est, évidemment, d'abord, lui, il dit, il y a en fait toujours cette fuite en avant qui empêche les gens de faire ce pas de côté. Mais en même temps, il y a cette tension interne qui aussi est le signe d'une crise et qui peut à un moment être le signe d'une prise de conscience. Romain Conin, je vous propose qu'on écoute l'extrait et la semaine prochaine on poursuit notre discussion. Merci. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie. La réalité, considérée partiellement, se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve, accomplie, dans le monde de l'image autonomisée, où le mensonger s'est menti à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant. Le spectacle se présente à la fois comme la société même, comme une partie de la société et comme instrument d'unification. En tant que partie de la société, il est le secteur qui concentre tout regard et toute conscience. Du fait même que ce secteur est séparé, il est le lieu du regard abusé et de la fausse conscience.
et l'unification qu'il accomplit n'est rien d'autre qu'un langage officiel de la séparation généralisée. Et nous avons, à la fin de ces délibérations, apprécié ce qui était positif et mis en évidence aussi qu'il restait encore beaucoup à faire. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Il n'est pas un supplément au monde réel, sa décoration surajoutée. Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissement, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. Il est l'affirmation omniprésente du choix déjà fait dans la production et sa consommation corollaire. La séparation fait elle-même partie de l'unité du monde, de la praxis sociale globale qui s'est scindée en réalité et en images. La pratique sociale devant laquelle se pose le spectacle autonome est aussi la totalité réelle qui contient le spectacle. Mais la scission dans cette totalité la mutile au point de faire apparaître le spectacle comme son but. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Considéré selon ses propres termes, le spectacle est l'affirmation de l'apparence et l'affirmation de toute vie humaine, c'est-à-dire sociale, comme simple apparence. Mais la critique qui atteint la vérité du spectacle le découvre comme la négation visible de la vie, comme une négation de la vie qui est devenue visible. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio, en partenariat avec Collatéral, la Gaieté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.